Bonsoir, vous écoutez RFI Roumanie et c'est l'heure de votre émission en français, le micro du soir. Aujourd'hui, je sais, c'est la journée de la femme. Vous pouviez donc vous attendre à écouter les propos d'une femme, mais nous avions déjà prévu de recevoir Christian Preda, professeur de sciences politiques à l'université de Bucarest. Évidemment, ensemble, Monsieur Preda et moi-même, nous nous réjouissons de cette journée. Par ailleurs, je voudrais m'excuser auprès de nos auditrices et auditeurs. Vendredi dernier, le 1er mars, j'ai oublié de fêter, de mentionner la fête du Martișor alors que j'interviewais la diplomate Amira Mihailescu. La mulțan des Martișor, mieux vaut tard que jamais. Je reviens donc à notre invité d'aujourd'hui. Au cours de votre carrière, Christian Preda, vous avez été notamment conseiller des présidents Emil Constantinescu et Traian Băsescu, secrétaire d'État au ministère roumain des Affaires étrangères de 2005 à 2007 et député européen pendant 10 ans de 2009 à 2019. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Le dernier en date, De ce ațipesc parlamentar și cum plagiez miniștri. Alors, la traduction, pourquoi les députés sommeillent ou somnolent, ouais, quelque chose comme ça, et comment les ministres plagient, aux éditions Humanitas, qui est sorti l'année dernière. Christian Preda, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de revenir à la RFI et puis de parler en français. Oui, je sais que vous avez été invité par notre rédacteur en chef, Ovidiu Naroy, il n'y a pas très longtemps. Et vous étiez sur ma liste d'invités depuis un certain temps pour cette émission. Là, c'est fait. Voilà. Alors, je vous propose de commencer cet entretien. Évidemment, on va parler politique, mais on va pas s'arrêter à la politique politicienne, comme on dit. On va faire un petit peu de prospective. Est-ce que, d'après vous, d'après ce que vous avez vu sur les dernières années, on est arrivé, même si on critique souvent cette classe politique, à une certaine stabilité? Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on est capable, les politiciens, les politiques roumains sont capables d'un certain compromis pour le bien commun? Oui, c'est vrai. Nous avons une élite politique, une classe politique, comme dans les autres pays d'Europe. Quand j'étais député européen, j'ai pu comparer d'ailleurs ce que font les représentants des autres pays membres de l'Union, et c'est très intéressant. Il y a certes aussi des particularités, et l'une des particularités, notamment ces dernières années, c'est l'obsession de la stabilité. Ce sont des gens qui se proposent d'offrir une stabilité au pays. Maintenant, les moyens utilisés, j'allais dire, ce sont des moyens à la limite de la culture démocratique, parce que, notamment, nous avons eu, jusqu'en 2023, un Premier ministre qui était un militaire de carrière, et qui était un inconnu sur la scène politique. Personne n'aurait pu dire il y a, non pas 10 ans, mais 5 ans, qu'un ex-général devient Premier ministre et puis leader d'un parti membre du PPE. Mais bien sûr que tout cela a été emballé dans les circonstances de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, même si entre nous, on aurait pu aimer voir plus souvent l'ex-général nous parler de la guerre, chose qui ne s'est pas réalisée. Une autre particularité du champ politique roumain, c'est l'imprévisibilité. C'est-à-dire, c'est ici l'ironie de la chose, parce que c'est quelque chose de totalement prévisible qui promet la stabilité. Pourquoi je dis cela? C'est les dernières élections en 2020, parce que cette année, on aura de nouveau des élections législatives, mais aux dernières élections, les deux grands partis gouvernementaux, c'est-à-dire les partis qui ont été au gouvernement la plupart du temps de 90 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je veux dire le Parti national-libéral qui est membre du PPE et le Parti social-démocrate qui est membre de la famille socialiste, se sont promis durant la campagne de ne jamais coopérer. C'était le leitmotiv d'un côté comme de l'autre. Enfin, ils ont reçu le vote de leurs militants et puis des sympathisants contre l'autre. Et puis 9 mois plus tard,
il se met d'accord pour gouverner jusqu'en 2028. Ça n'arrive pas qu'en Roumanie, ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives aussi dans les pays du Nord, il y a presque une décennie. Il y a eu une tentative pareille en Israël, c'est-à-dire l'idée de, en quelque sorte, marginaliser les élections, la valeur des élections, et de se promettre de travailler pour des cycles électoraux qui s'enchaînent, quoi. Mais ce qui reste, enfin, c'est au niveau le plus superficiel, et comme disait Léo-Strauss, la politique se lie justement dans sa profondeur au niveau de la superficie des choses. C'est un peu la logique de nos sociétés. Ce qui reste, c'est donc cette, comment dirais, cette promesse non tenue qui devient un gage de stabilité. Et troisième élément extrêmement intéressant, c'est le rôle joué par le secret. Bien sûr, le secret, c'est une partie constitutive de la politique. Hein. C'est le secrétaire florentin, Machiavel, qui nous a tant appris sur la politique moderne telle qu'elle est faite aujourd'hui. Donc, on a des secrétaires généraux des partis. Donc, la question du secret, celui qui gère le secret, se trouve au cœur de la politique moderne. Sauf que chez nous, dans une culture démocratique, on a trop de secrets. C'est-à-dire sur les choses les plus élémentaires. Enfin, est-ce que vous diriez que la venue précisément d'un ancien général a cultivé davantage? Oui, bien sûr. C'est tout à fait clair. Tout comme la présence des ex-militaires dans des institutions civiles, parce que bon, le président de ce parti national-libéral, il n'est pas le seul à faire ce parcours. Nous avons à l'université le plus grand chef de l'administration à l'université de Bucarest. Le chef de l'administration, c'est un ex-officier des services d'information qui s'est retiré à 40 ans et quelques et qui devient responsable de l'administration. Donc vous êtes en train de dire qu'il y a toujours une emprise de, est-ce que vous diriez, des services de renseignement de cet État secret, d'abord, services militaires, enfin, dans plusieurs institutions. Voilà, et notamment parce que ça, de nouveau, c'est une particularité de la Roumanie, c'est que les militaires, les officiers des services secrets, tout ça, ils sont à la retraite à 45 ans, voire plus tôt. Donc ils ont le temps de faire autre chose. Ouais. Et donc, voilà, ils sont en pleine forme, hein, quoi. À 45 ans, vous n'avez pas envie de vous retirer complètement. Et donc mais en même temps, cela introduit le secret dans les choses les plus élémentaires, quoi. Bon, il y a eu, et est-ce que ça amoindrit, selon vous, quelque part l'état démocratique? Oui, bien sûr. Je crois que non, c'est pas la question démocratique, c'est la question de l'état de droit, c'est-à-dire du règne de la loi et de l'égalité de chacun devant la loi. Parce que je peux vous citer beaucoup d'exemples qui sont les conséquences de cette culture de sécrétisation des affaires publiques. Bon, l'année dernière, même si la presse est très muselée, notamment par l'argent à son tour secret qui vient du gouvernement pour les partis politiques et par les partis politiques qui va dans les rédactions. Mais en dépit de cette situation, on a pu apprendre que le coût des voyages présidentiels est sécrétisé. Et cela a créé bien sûr un scandale parce qu'on a vu tous que le président loue des avions ultra luxueux et qu'il mène des voyages de 2 semaines pour passer 3-4 heures au total. Il y a quand même donc une petite presse indépendante, je pense notamment à Recorder qui parle de ça, donc il y a une bien sûr, il y a toujours ça. Écoutez, même dans les États les plus autoritaires, il y a des petits îlots d'indépendance de la presse. Mais la Roumanie n'était pas comme ça. Hein. Il y a une quinzaine d'années, on apprenait tout. Maintenant, on apprend très peu de choses. Et par exemple, moi, en tant que citoyen, comme quelques 40 000 autres citoyens roumains, nous avons demandé à la présidence de lever le secret sur cette question, parce que les voyages présidentiels, c'est le budget public. Donc, en tant que président, vous n'avez aucune raison pour cacher le coût de vos déplacements. Et on nous a répondu 3 mois après, c'est secret.
Vous voyez, et ça ne pose pas un problème pour l'institution, pour le président. Il trouve que c'est tout à fait normal. Il dit, mais c'est la loi. C'est la loi, c'est-à-dire ils ont fabriqué une loi. Mais quand même, M. Président, quand on voit la Roumanie il y a 20 ans, je me rappelle, quand on arrivait, des anciens gouvernements, notamment d'Adrien Nastase, où il y avait quand même beaucoup d'affaires de corruption, là on arrive... Quand on prend les choses un petit peu avec du recul, il y a quand même eu un progrès, grâce notamment à la DNA, mais pas seulement. Tout à fait, mais vous voyez, il y a des cycles très intéressants dans notre politique. C'est vrai que la période 2000-2004 était un peu comme ça, notamment l'argent gouvernemental qui allait dans les rédactions, et puis il y avait même des apologies publiques, tout ministre commençait son intervention en disant « Comme le Premier ministre vient de le dire ». Un autre s'achivait et disait « Dans sa sagesse, le chef du gouvernement a mentionné cela et cela ». Bien sûr, il y avait ça. Mais on a eu aussi une libération à partir de 2004, à la fin de ce régime qui était une sorte de combinaison de social-démocratie, de corruption et d'ambition européenne, pour faire bref. On a eu quand même une période où le pays vivait, comment dirais-je, sa réalité. Maintenant, on a l'impression qu'on est, on est obligé à se replier sur soi-même et vivre dans le privé, simplement. Il y a une sorte de rétrécissement de l'espace public et de l'espace politique. C'est pas simplement le fait que les organisations non gouvernementales ont été pressées, ont été sujets à différentes formes de pression. C'est simplement que l'espace public se rétrécit. C'est-à-dire... Ce qui est paradoxal quand même, parce qu'on est dans une culture mondiale de la transparence. Mais oui. Et donc c'est la surprise qu'on a ces dernières années. Et puis, sur ce fond-là, ce qui est encore extrêmement grave, c'est le retour du nationalisme, du radicalisme politique. Je voulais en parler précisément avec vous. Oui. Et qui, justement, avait été, comment dirais-je, réduit au silence, si vous me permettez cela, après l'entrée en Europe. Jusqu'en 2008, on a eu des partis ultranationalistes, de 90 jusqu'en 2008, la Grande Roumanie, le Parti de l'Unité nationale des Roumains. Et donc, à partir du moment où on est entré en Europe, on n'a pas envoyé des radicaux et des extrémistes au Parlement, ni à droite ni à gauche. Et maintenant, depuis 4 ans, on voit le retour de ces forces nationalistes. Et c'est le résultat, justement, de ce... Parce que les gens ne mettent pas ensemble les éléments de la photo. Et le paradoxe, c'est que justement, ce gouvernement qui promet la stabilité, c'est celui qui a suscité cette réaction de radicalisme politique, d'extrémisme, le retour des thèmes de l'extrême droite, de l'entre-deux-guerres, des thèmes de la culture communiste, etc. Et donc, on est un peu dans un cercle vicieux où, au lieu justement de mettre sur table tous ces problèmes, on les cache de plus en plus avec l'idée qu'on va museler les fous. C'est une tendance aussi, je dirais presque européenne, cette montée de partis extrémistes. Oui, mais vous n'avez pas, pardonnez-moi, vous n'avez pas en France le leader des Républicains qui soit un ex-général et le leader de la gauche, choisissez qui vous voulez à la gauche, qui soit un monsieur qui a pris son bac à 37 ans. Pardonnez-moi. Enfin, je parlais des partis extrémistes. Quand on parle mais bon, les extrémistes sont un peu les mêmes partout. Ici, les chefs des extrémistes, c'est un chef des tribunes sportives, de football, c'est quelqu'un qui a su, avant de devenir politique, d'agiter les gens qui viennent au stade, non pas pour voir le match, mais pour se confronter avec la gendarmerie. Le parti Aour. Oui, c'est ça. Est-ce que, selon vous, il va rester un parti minoritaire avec de belles percées dans les élections locales, mais est-ce que Aour va rester Aour, mais il ne va pas prendre le pouvoir? Non, c'est exclu. Donc c'est parce que ces forces radicales d'extrême droite, mais aussi avec des éléments d'extrême gauche, parce qu'il revient également sur des thèmes propre à la culture communiste, et notamment ce qu'on a appelé le national-communisme, tous ces gens-là couvrent un public qui est purement nationaliste,
hein, c'est-à-dire des gens qui maintenant sont mobilisés dans le contexte des nouveaux nationalismes en Europe, non pas contre les voisins d'à côté. Ici, il faut mettre une petite note, je vais la faire tout de suite, mais contre l'Europe. Hein. C'est le nationalisme qui est alimenté par le sentiment anti-européen. Et là, il y a une partie nationaliste qui est comme ça, hein, qu'on retrouve aussi en Hongrie, en Italie, en France, etc. Hein. C'est les nationalistes qui sont... qui est plus ou moins présente suivant les pays. Là, est-ce qu'on pourrait dire qu'en Roumanie, c'est moindre, peut-être? C'est vrai. Bon, mais il y a ça. Il y a cette voie, et donc elle s'est inventée au moment de la crise sanitaire, notamment par la mobilisation contre les mesures de protection sanitaire, les masques, les vaccins, tout ça. Hein, ça existe. Il y a aussi tout de même, et c'est la petite note que je voulais faire, il y a aussi un nationalisme agressif qui est orienté maintenant, justement, au sein de AUR, contre les Ukrainiens et contre les Moldaves. Parce qu'au sein de AUR, il y a des gens qui demandent à ce que des parties de l'Ukraine actuelle deviennent roumaines. Et c'est aussi en concordance, en synergie avec le discours de Vladimir Poutine, Medvedev, etc., qui rêvent d'un partage de l'Ukraine qui se solde avec des cadeaux faits aux Roumains, Hongrois notamment. Il y a également, au sein du même parti AUR, des gens qui veulent que la Moldavie soit détruite comme État. Et Simeon le dit, le leader de cette formation, l'Alliance pour l'unité des Roumains, AUR qui veut dire or en roumain, le leader dit carrément, cet État ne doit pas exister. Et donc il y a aussi ce nationalisme, enfin c'est la mémoire de l'impérialisme roumain de l'entre-deux-guerres. Celui qui a poussé au-delà des frontières de la Grande Roumanie à conquérir ce qu'on appelait à l'époque la Transnistrie. Hein, c'est le nationalisme du maréchal Ion Antonescu. Cela est présent dans cette... Est-ce que c'est un nationalisme xénophobe également? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a tous les ingrédients. Hein. D'ailleurs, cette forme de national-communisme dont je parlais tout à l'heure a récupéré à son tour dans les années 60, 70, 80 les thèmes de ce nationalisme-là. Et donc, il y a une sorte de transmission de cette tradition qui est plus ancienne. Mais il y a également au sein de cette famille radicale ultranationaliste, il y a aussi tout simplement les radicaux qui sont contre les sociodémocrates et contre les national-libéraux et qui sont contre cette alliance qui veut bloquer le jeu politique et le jeu démocratique. Il y avait des gens qui avaient cette attitude anti-système, comme on l'a appelé, qui n'était pas du tout dans le camp nationaliste, hein, qui avaient voté pour PCD, pour les sociodémocrates, ou pour les nationaux libéraux, ou pour l'Alliance libérale qui est constituée par l'Union Sauver la Roumanie, le parti du mouvement populaire, la force de droite. Donc ces gens-là qui n'avaient pas nécessairement une affiliation, mais qui étaient contre cette formule gauche-droite qui bloque le jeu démocratique et qui bloque l'expression libre, comme on vient de le dire, ces gens-là ont retrouvé maintenant ce camp qui est le camp radical de l'opposition. Ce qui produit un dommage énorme à la culture démocratique du pays. Il y a quelque chose de plus, si vous voulez. Vous voyez, le Parti national-libéral, quand je le disais, c'est un membre du PPE. Le Parti social-démocrate, c'est un membre de la famille socialiste. Ensemble, les deux familles forment la majorité en Europe avec Renew Europe. Et le parti qui est ici le représentant de cette famille libérale Renew Europe, USR, pour simplifier, Union Sauver la Roumanie, est traité comme un ennemi de la démocratie par ses forces gauche-droite, populaires et social-démocrates. Ce qui est complètement schizophrénique, pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire, vous formez une majorité à Bruxelles avec le PNL, les nationaux-libéraux, les sociodémocrates et USR sont membres de cette majorité pro-européenne. Et à la maison, les nationaux-libéraux et les sociodémocrates disent « c'est des gens qu'on ne peut pas fréquenter ». Et il y a un discours contre cette force libérale qui est plus radical
plus fort que contre le discours des nationalistes radicaux. Donc c'est complètement schizophrénique. C'est des gens qui ont perdu la boussole idéologique, j'ai l'impression. Alors, et vu que le PNL n'est pas en très bonne forme, on va dire, et qu'il a peur, on sent qu'il a peur d'affronter son propre électorat. Est-ce que, voyant qu'il y a cette union qui est en train de se créer entre l'UCR et les autres partis qui se disent explicitement de droite, peut-être qu'ils vont changer d'avis, enfin se dire que c'est quand même un petit peu dommage de ne pas véritablement créer une force de droite tous ensemble. Est-ce que c'est possible, ça? Bon, écoutez, une chose qu'il faut éviter en Roumanie, c'est de faire des prévisions. Parce que c'est pire que la météo des années 50. Hein. Donc c'est... Il y a tout de même... c'est tout de même utile toujours, je dirais, de voir les choses très claires. Hein. C'est enfin les petites certitudes qu'on a. Hein. Il y a des affiliations politiques à des familles qui sont de plus ou moins longue date. Par exemple, les socialistes, les sociodémocrates sont dans la famille socialiste et j'ai l'impression qu'ils ne vont pas quitter cette Même famille. si leur politique, concrètement, aujourd'hui, n'a pas grand-chose à voir avec l'idéologie. Les socialistes les acceptent, enfin, c'est un truc qui concerne, c'est une affaire qui concerne cette famille, c'est à eux de juger, enfin bon. Il y a un parti qui est maintenant membre de cette fraction libérale, macroniste, vous l'appelez comme vous voulez, ils se sont dit Renew Europe, hein, c'est les partis libéraux d'Europe. Puis bon, le Parti national libéral, il était membre de cette famille libérale, et en 2014, il a changé. Donc il y a 10 ans, ils ont changé de chapeau pour devenir populaire. D'ailleurs, ces jours-ci, à Bucarest, s'est tenue la grande messe du Parti populaire européen, où était présent également, bien sûr, ce Parti national libéral. Maintenant, j'ai l'impression que ce parti a plus de, comment dirais-je, ce Parti national libéral n'a plus de doctrine, quoi. C'est, si vous regardez leur orientation, à un certain moment, ils ont abandonné l'étiquette libérale. Certes, cette étiquette existe dans le nom du parti, mais ils ont commencé à se dire de droite. Hein? C'est Valerius Stoica, l'ex-président du parti et peut-être le plus cohérent des idéologues qu'a eu ce Parti national libéral, qui, dans les années 2010, a commencé à dire on n'est plus libéraux, on est de droite. Et on combine dans cette droite des courants libéraux, chrétiens démocrates et conservateurs. Et j'ai l'impression qu'avec notamment cette culture presque militaire, hein, je viens de le dire, il y a un général qui gère les affaires courantes, et avec cette attraction pour le secret, ce parti se dirige vers une forme de conservatisme qui l'associe plutôt à ce que Fidesz est en Hongrie, qu'à ce qu'est comment dirais-je, un continuateur du Parti national libéral traditionnel, quoi. Mais enfin, je m'interdis de faire des prophéties, mais si vous voulez, c'est tout de même assez comment dirais-je, étrange de voir quelques années plus tard, parce que Orban était libéral dans les années 90, il a commencé cette transformation très conservatrice dans les années 2008, 2009, et donc maintenant c'est un conservateur pur et dur. Mais il n'est pas impossible qu'au sein de ce Parti national libéral, les voix qui s'imposent soient finalement des voix conservatrices, voire ultra-conservatrices. C'est pas exclu, hein, je prends toutes mes réserves, mais bon, si vous me demandez, je ne vois plus de référence à la société civile, je ne vois plus de référence à la société ouverte, je ne vois plus de lien entre ce parti et les élites universitaires et scientifiques du pays. C'est vraiment des professionnels qui trouvent un sens dans un respect presque, comment dirais-je, religieux de la tradition
et qui ont comme, comment dirais-je, comme énergie, une énergie qui est plus proche de celle des églises, notamment des églises protestantes qui sont très actives, notamment dans le... C'est pour ça que ça leur va bien aussi d'être en couple avec le PCD. Ils trouvent un certain bénéfice. Oui, la question qui va se poser, qui travaille certains esprits dans ce parti, parce que c'est pas tellement homogène qu'ils le laissent croire, c'est qu'est-ce qui va se passer si cette alliance avec le PCD échoue? Hein, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Donc, mais bon, ça reste à voir. Pas de pronostic, oui. Alors moi, il y a une question qui me taraude depuis que je vis en Roumanie et qui est véritablement très, je dirais, distincte par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens de l'Ouest, c'est, ou peut-être de l'Est, je ne sais pas, c'est ce détachement entre le peuple et les politiques. Alors, première explication, les politiques n'ont pas bien fait leur travail, on va dire ça comme ça jusqu'à présent, mais d'un autre côté, je sens des Roumains qui, de façon générale, se disent, voilà, il y a les politiques qui sont, mais qui viennent d'une autre planète peut-être, mais qui ne viennent pas de la société civile. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un travail d'éducation politique à faire pour dire aussi aux Roumains, attention, c'est aussi votre responsabilité en tant que citoyen, au jour le jour, de faire que la société civile puisse produire des politiques. C'est-à-dire que le politique est aussi une émanation du peuple. Oui, et ça, on l'entend pas suffisamment. Est-ce que vous... Oui, non, il y a ça, et c'est vrai que... Parce que c'est se déresponsabiliser aussi, de dire c'est leur faute. Oui, maintenant... vous savez, un grand politologue américain, enfin, il était né en Europe et s'est réfugié en Amérique, Albert Hirschman disait, quand une organisation est en crise, un État, une entreprise, vous avez trois attitudes, hein, trois formes de comportement. Vous avez le exit, l'abandon. Vous avez the voice, prendre la parole. Hein. Vous vous prononcez, vous vous battez pour des meilleures solutions, vous n'abandonnez pas. Hein. L'abandon, ça veut dire vous restez chez vous, vous quittez le pays, vous baissez les bras. Voice, hein, la prise de parole, c'est s'engager, c'est l'engagement. Et vous avez ensuite la loyauté. Hein, c'est la loyauté. C'est-à-dire, vous voyez que ça ne marche pas, mais vous restez loyal à votre État ou à votre entreprise. Bon, on a eu dans notre histoire récente tous ces comportements bien illustrés. Hein. L'exil des Roumains, pour des raisons politiques et puis pour des raisons économiques, c'est exit, c'est l'abandon. Enfin, c'est des gens... C'est l'abandon. Et c'est massif. C'est massif. Et ce qui est fort, c'est que beaucoup de gens qui ont choisi finalement l'exil, qui ont choisi l'abandon, c'était des gens qui s'étaient engagés. Les premières vagues de jeunes qui quittent le pays, c'est durant la minériade de 1990. Moi, j'étais étudiant là-bas. Et donc, mes copains sont allés en France, en Belgique, parce qu'ils s'étaient engagés et ils étaient tabassés par la police. Et donc, si on suit ce cycle politique d'un côté, et puis les rapports, enfin, ces comportements, l'abandon, la prise de parole et puis la loyauté, on peut expliquer chacun des épisodes de cette histoire. Je trouve que là, récemment, le dernier moment d'engagement de la société civile, c'était 2017. C'était contre la corruption. Et puis, il y avait certains effets. Et ce qui est très... Là, par contre, on a vu un engagement. La Roumanie a été citée en exemple. Tout à fait. Mais, la façon dont les gens ont protesté. Mais les partis politiques, hein, qui se sont présentés par la suite aux élections, ont oublié ce moment. Le seul qui a voulu prendre cette énergie et la transformer en des politiques publiques, c'est l'Union Sauver la Roumanie, mais qui est restée au pouvoir pour 9 mois. Hein? Et les autres partis, l'un était au pouvoir. Voilà. Bon, non, c'est 9 mois après les élections de 2000, dans une alliance avec les libéraux.
et le Parti des Hongrois. Mais sinon, à l'époque, 2017, c'était le PCD qui était au pouvoir, c'était le PNL qui était en opposition. Maintenant, ils sont ensemble et bon, ils ne veulent plus entendre parler de ça, ni de la responsabilité des gens qui ont utilisé la force d'une manière disproportionnée à l'époque, ni des aspirations de ces gens-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, bon, même ces personnes qui étaient dans la rue avec des centaines de milliers de personnes dans l'hiver 2017, ils ont abandonné. Hein, parce que c'est une nouvelle déception. Il y avait là, d'ailleurs, très intéressant, il y avait là, d'ailleurs, des gens qui avaient protesté en 90, place de l'université, pour les premières manifs. Donc, ces gens-là existent toujours. Le problème, c'est la traduction politique de cette volonté. Donc, il y a une véritable conscience politique, mais il faudrait qu'elle soit plus continue. Mais il y en a, mais elle ne peut pas s'exprimer. Hein, si vous avez des listes noires dans les télés roumaines, telle ou telle personne ne doit jamais parler de là-bas, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'une personne quelconque puisse s'exprimer? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Ces gens s'expriment maintenant de la manière parfois très radicale sur les milieux sociaux, parce que les Facebook, tout ça, c'est pas un cadre de débat démocratique. Hein, là, on est d'accord. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, le paradoxe de la situation actuelle, c'est qu'on a une Roumanie qui s'est développée économiquement. Hein, le statut social, grâce au changement économique, s'est beaucoup amélioré. C'est l'Europe. Hein, c'est grâce à l'Europe. Parce qu'on est une partie de l'avant de l'Europe. En même temps, on a un rétrécissement de cet espace politique, comment dirais-je, une séparation très nette avec la société. Regardez l'agenda du président. Hein, le président n'a jamais vu quelqu'un dans la société toute l'année 2023. Moi, j'ai cherché son agenda. Il n'est jamais descendu. Avec la société civile. Personne. Hein? Et cette année, on est le 8 mars, n'est-ce pas? Cette année, il est sorti de son palais une seule fois pour écouter l'hymne national pour la fête du 24 janvier. Une seule fois. Hein? Il ne discute, il ne reçoit personne. Il ne voit ni les médecins, ni les profs, ni les gens qui travaillent au métro. Personne. Hein? Comment voulez-vous que les gens puissent s'exprimer dans ces conditions-là? Les leaders politiques, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, ces gens qui dirigent les partis, ils vont chez eux dans leur fief avec les militants, dans des salles bien fermées, et ils font la fête. Ils ne sortent jamais dans les rues. Ils ne vont pas sortir pour les locales et les européennes. Hein? Donc ouais. vous avez bien saisi cette, comment dirais-je, cette... Ce détachement, oui. Ce détachement. Ouais. Mais est-ce que, alors je sais que difficile, comme vous le dites, de faire des prévisions dans ce pays, mais quand on regarde les grandes villes, oui. je pense à Bucarest notamment, mais pas seulement, l'exil, oui. Il y a toujours de l'exil, il y a toujours une émigration en Roumanie, mais ce qu'on voit quand même, c'est des jeunes et moins jeunes, des professionnels qui pourraient parfaitement travailler n'importe où en Europe de l'Ouest, mais qui décident, qu'ils ne le disent pas explicitement. On a du mal à leur faire dire « Ah, mais quand même, Bucarest ou Cluj ou Timișoara, quand même, c'est pas si mal que ça, les salaires dans des multinationales sont corrects, etc. Ouais. » Donc, et ils décident de rester, ils voient les prix de l'immobilier par exemple, à Barcelone ou à Paris, et ils se disent « Ah, c'est quand même mieux c'est plus facile pour être propriétaire à Bucarest ou ailleurs, dans les grandes villes. » Donc, est-ce qu'on pourrait déjà sentir, est-ce qu'on peut sentir qu'il y a une population, une société civile éduquée qui a envie de rester en Roumanie, et ça devrait générer des tendances, des mouvements politiques, peut-être moins formels, à travers des ONG, etc. On pourrait être un peu optimiste. Bon, écoutez, tout d'abord, il faut dire qu'une vie agréable n'est pas une vie heureuse, nécessairement. Ou la vie agréable des étrangers qui s'installent en Roumanie. Là, je ne parle pas de la vie des étrangers, je parle des Roumains. Hein. Ouais. Des Roumains, enfin bon... Bien sûr que vous voyez l'enthousiasme de la jeunesse qui sort dans les rues, dans les bars, tout ça. C'est ce que voient la plupart
la plupart des étrangers qui descendent ici. Tiens, trouvé qui... Mais là, je parlais des professionnels roumains qui ont professionnels roumains, 30, 40 ans, qui pourraient parfètement être ailleurs, mais qui décident de rester en Roumanie. Tout à fait, et c'est bien. Il y a beaucoup de Roumains qui ont décidé de rester, tout de même. On est plus, on est encore majoritaire, hein, les Roumains qui ont décidé de rester, après avoir fait des études ou sans faire des études. C'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Mais il y a ça. Mais, et comme je viens de le dire, la Roumanie d'aujourd'hui n'est pas économiquement et socialement, surtout dans les grandes villes, la Roumanie d'il y a 25 ans ou d'il y a 10 ans. Mais je répète, une vie agréable n'est pas une vie sans déception politique. Hein? Et puis là, vous faites aussi référence à la santé, l'éducation qui ne suit pas. Voilà, si vous allez vivre, comment dirais-je, dans les multinationales basées à Riyad, vous avez une vie agréable. Mais c'est un désastre politique, l'Arabie Saoudite, hein, comme beaucoup d'autres pays. Enfin, si vous allez vivre à Téhéran, vous allez trouver des hommes et des femmes très bien, vous mangez très bien dans les restos de Téhéran, mais la vie de la société iranienne, c'est l'horreur, c'est un enfer. Donc, bon, là, la comparaison avec la Roumanie... non, bien sûr, mais je fais un peu la caricature pour souligner une chose. On peut avoir une démocratie qui marche très mal et une économie qui monte. Hein? Ce n'est pas exclu. Maintenant, deuxième remarque, je trouve que c'est très bien d'avoir cette diversité, d'avoir une sorte d'européanisation, notamment des villes, parce que en plus, il n'y a pas simplement des Européens qui s'installent en Roumanie, il y a des Asiatiques. Hein, ce qu'on voit maintenant ces dernières années à Bucarest, c'est pas les Français et les Italiens, il y en avait déjà. On voit les gens qui viennent du Sri Lanka, du Népal, du Bangladesh, des gens qui s'installent, vivre et travailler en Roumanie. On retrouve un peu cette diversité qu'on a dans les autres villes européennes. Ça aussi, c'est quelque chose de gagné. De plusieurs points de vue. Économiquement, c'est clair, parce qu'il y a un déficit de force de travail, notamment parce que beaucoup de Roumains partent encore à l'étranger. Culturellement aussi, il y a cette diversité qui va certainement enrichir notre société. On ne sait pas encore comment est-ce que tout cela va s'exprimer politiquement. Hein? On ne sait pas. Hein? On est tout au début de ce phénomène, parce que ça va continuer. Hein? Ces entrées massives, notamment des pays de l'Asie du Sud, vont continuer, et donc on aura certes aussi des traductions politiques de ces nouvelles présences. Troisième remarque, vous savez, la modernisation de la Roumanie s'est faite avec ce qu'on appelle une logique d'occidentalisation. Hein. Nous avons voulu moderniser le pays, c'est-à-dire, ça se traduisait par une occidentalisation. Un pays comme ailleurs, n'est-ce pas? Et puis on a eu des modèles, la France, la Belgique, l'Allemagne, enfin différents modèles. Maintenant, on est dans une logique différente parce que, je veux le souligner encore une fois, à partir de 2007, nous sommes une partie de l'Europe. Hein? Nous sommes intégrés. Nous sommes... certes, toujours au même endroit, hein, la géographie n'a pas changé, mais politiquement, économiquement, socialement, on est dans un statut complètement différent de ce qu'on a eu avant 2007. Ce que je regrette, moi, c'est qu'on n'a pas su profiter politiquement de cela. Hein. Économiquement, on a bien profité. Hein. Les fonds, bon, on a perdu des fonds européens, on aurait pu avoir une meilleure absorption. Mais bon, finalement, ça se voit. Enfin, l'utilisation des fonds européens, ça peut... Politiquement, je crois qu'on a un peu raté ça. Parce que on voit très peu des débats sur les thèmes qui sont sur l'agenda des autres pays. Ici, à Bucarest, dans les autres villes, en Roumanie. On a, je trouve encore... un déficit de représentation, de la qualité de la représentation politique au Parlement européen. Hein, il y a, sur les 33 membres, il y a très peu qui bossent
comme des représentants européens. Hein. Les affaires du Conseil européen restent encore des inconnus. Nos ministres ou les gens qui les remplacent, les secrétaires d'État, vont dans la réunion du Conseil de l'Union européenne et ne disent jamais, ou presque jamais, rien sur ce qui se passe là-bas. Hein. Le seul sujet que les Roumains connaissent, c'est le Schengen, et qui est un échec. Hein, vous voyez, c'est... mais on a beaucoup d'autres sujets en Europe. Et donc, l'agenda européen a beaucoup avancé. L'intégration, à partir de 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui, a beaucoup avancé. Ici, de nouveau, le président est complètement absent. Le président Băsescu, son prédécesseur, avant chaque Conseil européen, annonçait l'agenda. Après le Conseil, rencontrait les journalistes et il ne parlait que l'Europe. Il refusait de parler sur les affaires de politique intérieure. Le président Iohannis ne fait jamais ça. C'est grâce à vous, c'est parce que vous lui disiez, vous le conseillez de... Non, c'est pas moi, je n'étais plus son conseiller quand il faisait ça, mais c'était aussi sa volonté, c'était l'enthousiasme de l'intégration. Et c'est dommage parce que, comme vous dites, nous avons des générations qui sont parfaitement capables de gérer ces affaires-là. Et donc, si vous avez des bons managers dans les compagnies et qui font le business, le travail tel qu'il est fait ailleurs par les autres Européens, je suis convaincu qu'on a aussi les ressources pour gérer les affaires européennes de la même manière. Sauf que, vous voyez, c'est pas le cas. Hein. Et donc, j'ai un peu le regret de n'avoir pu profiter de cela intellectuellement dans ce débat. Et aussi la représentation, vous voyez la représentation de l'Europe à Bucarest, la Commission à Bucarest, c'est assuré par des Roumains, c'est des inconnus. Les gens, est-ce que vous connaissez Madame Chiriac? C'est une diplomate qui a été nommée il y a 3 ou 4 ans. Et c'est une inconnue, personne ne la connaît. C'est une discrétion totale. Alors qu'à un moment donné, je me rappelle, hein, autour de 2007, notamment après, il y avait une vraie activité de la représentation. Mais oui. Et donc c'était on sentait, hein, nous tous, hein, on sentait qu'on est dans un monde différent, qu'on est intégré, qu'on est maintenant dans une communauté plus large que celle nationale. Et donc, mais pour cela, il faut des voix politiques. Hein, bon, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, si vous savez sur l'Europe seulement le refus des Autrichiens pour nous accepter en Schengen, c'est très peu, c'est très touchant parce que bien sûr c'est un échec qui a créé beaucoup de frustration, mais c'est aussi dommage pour l'Europe, hein, parce que c'est un peu ça. Monsieur Preda, merci infiniment pour vos propos. Ça a été un plaisir de vous avoir. C'était, comme je disais, ça faisait un petit moment que je voulais vous avoir au micro du soir. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Vous pouvez retrouver cet entretien sur la page Facebook de RFI dès maintenant. Il sera également édité sur le site, sur notre nouveau site rfi.ro. Weekend Placout. Au revoir.